il y a eu ce petit changement. Merci d'avoir mis ce témoignage en introduction, parce qu'en effet, ça va peut-être orienter un petit peu notre discussion. Avant de reprendre au début, je voulais peut-être faire réagir nos deux intervenants sur ce qu'on vient d'entendre. Juste un mot, je trouve que l'exemple de Rome est intéressant parce que c'est avant tout une ville patrimoniale qui peine à représenter l'art contemporain. Et alors, le festival Roma Europa, c'est un équivalent, disons, du festival d'automne pour les Parisiens qui connaissent un peu ce festival, c'est-à-dire c'est un festival institutionnel qui se déploie sur plusieurs mois dans plein de théâtres de la ville de Rome. Mais c'est une des rares occasions pour les Romains et pour les Italiens de voir du théâtre contemporain et donc de voir aussi des artistes internationaux se produire. Et c'est là où j'en viens au lien de notre table ronde. Je crois que il est pour le coup essentiel qu'il y ait des lieux et des festivals qui permettent à des artistes venant d'ailleurs de présenter leur travail pour que la vivacité de la création des artistes romains et italiens soit toujours là et soit toujours vivace. Moi, c'est ça qui me vient en premier dans la tête quand j'ai entendu cette intervention, mais peut-être que chacun, vous pouvez dire un mot juste comme ça en introduction suite à ce que vient de dire le directeur artistique de Roma Europa, Delphine Ernotte. Alors tout d'abord, je vais dire d'où je parle, parce que je ne suis pas directrice de théâtre. Moi, je dirige la télé publique, donc France Télévisions, qui a dans son cahier des charges et dans ses missions premières en quelque sorte de démocratiser l'accès à la culture, ce qui reste un enjeu, parce que je rappelle qu'en France, il y a encore 10 millions de gens qui vivent seuls, 16% de foyers qui n'ont pas accès à Internet, des gens qui sont à 50 km du premier cinéma et qui ne vont jamais dans des salles de théâtre, et la télévision est leur seule fenêtre vers la culture, donc d'où l'importance d'avoir un service public qui met en avant la culture. Et on le fait de plus en plus. D'ailleurs, je relisais, Jack Lang a édité, vous savez, toutes les notes qu'il envoyait à François Mitterrand pendant toute la période où il a été ministre de la Culture, et je relisais ce qu'il écrivait sur l'audiovisuel, en disant que l'audiovisuel mettait pas assez en avant le spectacle vivant, etc. Et je me dis que finalement, assez paradoxalement, dans les jours qu'on vit aujourd'hui, on est beaucoup plus le relais du spectacle vivant, du théâtre, de la danse, de l'opéra que la télé ne l'était à l'époque. Bon, voilà, c'est juste un petit clin d'œil, et c'est tant mieux. Et je dois dire qu'ainsi, avec cette offre culturelle qu'on a initiée un peu par un mouvement spontané au moment du confinement de l'année dernière, eh bien, on arrive à toucher quand même 13 millions de personnes par semaine. Donc c'est dire aussi l'appétit, la soif des gens de tous les milieux. Ce n'est pas réservé à une élite des grandes villes, et c'est ça qui fait l'essence de notre métier, dont on est très fier. Alors pour réagir à ça, et la comparaison avec l'Italie est intéressante, parce que si on prend un autre pan de la culture qui est le cinéma, par exemple, on voit bien qu'entre la France et l'Italie, il y a eu des politiques extrêmement différentes. Et nous avons préservé, grâce à une politique publique importante, un cinéma français vivace, vivant, et qui est fort, alors que l'Italie n'a pratiquement plus de cinéma italien. Donc je pense que la première chose, si on veut rayonner, c'est déjà d'avoir sur son sol une vraie politique culturelle active, pour pouvoir ensuite s'exporter, et pour pouvoir aussi accueillir des artistes, des artistes étrangers. Donc pour moi, la priorité, c'est ça. Pascal Regard. Ça faisait plaisir d'entendre responsable italien, parce que c'est vrai que l'Italie, c'était une grande époque dans les relations cinématographiques franco-italiennes, et puis qu'ensuite ça s'est écroulé, parce que l'Italie a une politique qui a favorisé la télévision de Berlusconi au détriment du cinéma, et le cinéma italien n'a jamais retrouvé la vigueur qu'il avait. Mais là, ça m'a rappelé un grand souvenir qui a trait aussi à notre débat, c'est que c'était à la Villa Médicis, et Édouard Balladur, pendant les négociations du GATT, avait organisé une réunion franco-italienne. Donc j'étais parti avec une délégation. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais il y avait Roman Polanski quand même. Bon, il y avait Costa Gavras, il y avait Claude Miller.
Et puis, les Italiens étaient venus avec Ettore Scola, Monicelli et d'autres. Et la réunion était prévue à 15 heures, présidée par le Premier ministre. Et à 15 heures pile, alors qu'il d'habitude, il est toujours en retard, arrive François Mitterrand, qui naturellement a pris la place pour présider la réunion. Voilà, c'était très symbolique pour les Italiens, parce que ça voulait dire que la France, au plus haut niveau de l'État, venait défendre la création, la culture aux côtés des cinéastes italiens qui, eux, étaient moins défendus par leur gouvernement. Donc, moi, je pense que, en réalité, sur le sujet, ça dépend beaucoup des secteurs, parce qu'on parle de la culture, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas la culture, c'est des sortes de, on appelle ça filières maintenant culturelles. Enfin, c'est des politiques culturelles qui sont différentes, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs très difficile d'être ministre de la Culture, parce qu'il n'y a pas une politique culturelle, il y a des politiques culturelles, et que les problématiques de l'audiovisuel sont différentes du cinéma. La musique, c'est autre chose, le patrimoine, autre chose, les arts plastiques et graphiques, le livre. Et on a d'ailleurs vu pendant la pandémie que les secteurs culturels ont été touchés de manière très différente. Il y en a qui ont été complètement arrêtés. Bon, ça a été le cas du spectacle vivant ou des salles de cinéma. Il y en a qui ont subi quelques chutes de recettes, comme les télévisions privées qui ont eu des problèmes de publicité. Il y en a qui ont très bien rebondi, comme le service public qui a su s'adapter, qui a su offrir aussi des programmes pour les jeunes qui n'avaient pas d'école, par exemple, ou et le marché du livre, voilà, le livre, c'est parfaitement aussi adapté. Et puis le numérique s'est envolé. Voilà. Donc, quand on parle de ces politiques culturelles avec les enjeux internationaux, naturellement, les combats sont complètement différents. Le combat du spectacle vivant, c'est effectivement celui-là, c'est celui de la circulation, parce que ça coûte cher de déplacer les troupes, d'organiser les représentations. L'audiovisuel n'a plus de problème de circulation en réalité, parce qu'il y a des outils qui permettent de faire circuler. Le problème, c'est que les outils, ils sont pas européens, ils sont américains. Bon. La télévision elle-même, elle est concurrencée d'une certaine manière par ce nouvel environnement. Donc, moi, je trouve que si on veut projeter notre politique culturelle, la première chose à faire dans ce qu'on appelle, d'un mot que je déteste, mais que je déteste absolument, qui s'appelle industrie culturelle. En tout cas, là, je suis sur un plateau de théâtre, j'ai pas l'impression d'être dans une industrie. Or, le théâtre, quand on fait des statistiques sur où on vante le fait que la culture c'est autant que l'automobile, ou plus que peut-être que l'automobile, ce qui n'a aucun intérêt d'ailleurs, je ne crois pas qu'ici on fasse des spectacles industriels. Bon. Par contre, c'est vrai que dans la reproduction, dans la diffusion, il y a une partie commerciale et industrielle, en particulier dans le numérique, qui est très forte. Et donc, la manière dont on va projeter notre culture à l'étranger dépend beaucoup des sujets dont on traite. Il y a des sujets, par exemple le patrimoine, il ne s'agit pas trop de se projeter, il s'agit d'attirer. Et en Italie, je crois, pendant un moment, je ne sais pas si c'est le cas en ce moment, la culture était avec le tourisme. Tout à fait, c'est toujours le cas. Bah, c'est toujours le cas. Bah, pourquoi pas? Parce qu'au fond, beaucoup de touristes viennent pour voir les monuments. Enfin voilà, je ne vais pas entamer le débat, mais un peu le cirque dépendait du ministère de l'Agriculture. Exactement. Et le théâtre amateur, ça je comprends toujours pas, dépend toujours de la jeunesse et des sports, qui n'en a rien à faire du théâtre amateur. Delphine Ernotte, vous vouliez réagir? Oui, moi je veux réagir parce que je suis pas du tout allergique au mot industrie comme Pascal, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je pense que la culture, il faut pas être naïf par rapport à ça, c'est du pouvoir politique et c'est du pouvoir économique. Il suffit de se souvenir du plan Marshall qui était conditionné par les Américains par l'arrêt des quotas sur les films américains, et d'ailleurs aujourd'hui en France, il y a rarement d'autres films que les Américains qui font plus d'1 million d'entrées dans les salles de cinéma aujourd'hui.
J'aime bien raconter une histoire qui m'a beaucoup saisie, moi, quand j'ai été nommée présidente de France Télévisions et que je suis allée rencontrer les personnages de l'État que je connaissais pas, je connaissais personne. Donc je suis allée me présenter pour dire voilà, c'est moi, la nouvelle présidente de France Télévisions. Et j'ai comme ça rencontré le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui était Claude Barthelone, et qui a pris le temps de me dire pourquoi c'était important la télévision. Donc il m'a reçu. Il m'a dit, vous savez, moi je me souviens très très bien d'une mission qu'on avait faite avec quelques députés dans une province du Laos. Donc on était partis, une petite bande de députés, puis on arrive dans un petit bled, et là on croise 2 Américains. Donc le soir, dans le seul hôtel du petit bled, ils prennent un whisky ensemble, et les députés français demandent aux 2 Américains, mais qu'est-ce que vous faites là? Et les Américains expliquent, bah nous, on les équipe en parabole et en téléviseur. Ah bon, disent les Français, et pourquoi? Et les Américains répondent, ah bah c'est très simple, le jour où ils auront à choisir entre Boeing et Airbus, ils choisiront Boeing. Voilà. Et alors, on est là dans les années 90. Moi, je voudrais revenir sur une sorte de stéréotype et de préjugé que nous avons, qui veut qu'en fait, l'américanisation se soit déroulée dans la fin du XXe siècle. En réalité, ça n'est pas exact. Et je vous renvoie à l'excellent livre de Jérôme Fourquet qui qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle La France sous nos yeux, et qui démontre qu'en fait, cette homogénéisation culturelle, elle a connu un coup d'accélérateur dans les 10 dernières années, enfin dans les 15 dernières années, en tout cas depuis la dernière crise. Pour preuve, les 2 millions de repas de McDo dépensés chaque jour. Pour preuve, les enfants qui disent votre honneur en s'adressant au juge, alors que ça se dit pas dans un tribunal français, mais dans un tribunal américain, etc., etc. Et avec beaucoup d'influence asiatique aussi qui démarre. D'ailleurs, le pass culture qui a été institué sous ce quinquennat, dans les librairies, les jeunes gens achètent aux 3/4 des mangas. Voilà. Donc on voit qu'il y a une forme d'homogénéisation culturelle, et ça pose la question quand même de est-ce qu'on ne craint pas à un moment que nos esprits et au-delà de nos esprits, notre économie aussi, ce qui nous fait vivre, notre indépendance d'une certaine manière, soit un peu phagocytés si on ne défend pas la fameuse exception culturelle française qu'on appelle en Europe diversité culturelle, pour ne pas heurter nos collègues européens. Alors sur l'exception culturelle, on y reviendra, mais je trouvais ça intéressant votre exemple sur Boeing, c'est-à-dire est-ce qu'on peut penser qu'une influence culturelle peut être désintéressée? Est-ce que c'est pas naïf de penser que on ne veut transmettre que notre culture quand on veut que notre culture voyage? Est-ce que c'est pas toujours finalement dans l'esprit des États pour vendre quelque chose derrière? Moi, je pense que on peut vendre quelque chose auquel on croit et pour lequel on se bat. C'est-à-dire, ça peut être les valeurs qu'on porte en tant que nation, des valeurs démocratiques, etc. Une forme de, aussi, la France défend, par exemple, la liberté d'expression. Les Européens défendent la liberté d'expression. Ça, ce sont de belles valeurs. Donc, c'est pas uniquement simplement pour partager un imaginaire commun. Il y a sans doute, et c'est pour ça que je dis que c'est politique, mais parfois aussi au sens noble du terme. Après, est-ce que on est complètement naïf en pensant qu'il n'y a pas des intentions économiques derrière? Oui, je pense qu'on est complètement naïf, franchement. Pascal Regard? Je pense que la vision française n'est pas tout à fait la même que la vision américaine. La vision américaine, c'était clair, comme l'expliquait Delphine, ils cherchaient à diffuser les productions de leurs industries culturelles parce que ça permettait de développer le commerce tout court. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 93, la bataille a été si violente pour protéger ce qu'on a appelé notre exception culturelle, concept totalement médiatique et qui juridiquement d'ailleurs n'existe pas, mais ça c'est pas grave. Mais on avait trouvé le bon mot. Et ensuite on a cherché à nous le voler parce qu'il y avait exception sportive, exception agricole. Enfin bon, quand vous inventez le bon concept, il y a toujours des gens pour le reprendre. Non, ce que je crois maintenant, c'est que si on veut, les États s'intéressent à la culture parce qu'effectivement, ils pensent que cela fait porter un message global. Nous, en France, on a inventé aussi la propriété intellectuelle avec Beaumarchais. C'est l'inventeur du fait du droit d'auteur naît non pas sur la tête du commerçant qui finance, mais sur la tête de l'auteur qui crée. C'est quand même une invention assez géniale. Bon. Et autour du droit d'auteur,
tout un ensemble de valeurs, de droits de la personne, de la démocratie, de la politique, qui sont aussi reflétés dans notre culture. Mais tout ça, en ce moment, les choses sont de moins en moins claires. Et je trouve qu'elles sont moins claires parce que si on a toujours un bon contrôle de notre créativité, de nos outils de production, on n'a plus du tout le contrôle de grands outils de diffusion. Les grands outils de diffusion, toutes les grandes plateformes de vidéo par abonnement sont américaines. Les moteurs de recherche, le moteur de recherche est américain, réseaux sociaux sont américains, et toute une partie de ce que nos enfants regardent, on ne sait même pas qu'ils le regardent. Donc, et on ne peut pas le contrôler avec l'invasion tous les téléphones, les smartphones, tous les outils technologiques. Quand nous, on était enfants, on n'avait le droit à rien, voilà. Ou simplement peut-être une télé noir et blanc. Et maintenant, les enfants ont des tas de capacités de s'informer, bien ou mal, sans qu'on le sache. Et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir Delphine à mes côtés, parce que c'est de plus en plus important d'avoir un pôle de création, d'avoir un pôle d'information, d'avoir un pôle de diffusion qui soit un pôle public, qui en gros a des comptes à rendre, mais des comptes à rendre non pas des commerçants qui doivent rendre compte au marché, en fait, mais au gouvernement, au Parlement et à l'ensemble des Français qui financent. Il y a des tentatives quand même de plateformes de diffusion françaises ou européennes. Oui, alors sur l'audiovisuel, c'est bien sûr, il y a des plateformes qui existent par pays, mais le modèle Netflix ou Disney qui consiste à créer une fois pour la totalité du monde, ça, il n'y a pas de plateforme aujourd'hui possible, parce que il se trouve qu'en Europe, en effet, la propriété des œuvres est nationale, et on achète des droits pour un pays, pas pour la totalité du monde. Et c'est une économie qui demanderait des investissements aussi colossaux que ceux que Netflix fait, et qu'on n'est pas aujourd'hui capable de faire concrètement en Europe. On a envisagé pendant longtemps l'influence de la culture d'un pays, comme la diffusion de sa langue. On parlait du plan Marshall, on parlait des États-Unis. Pensez-vous que ce soit toujours le cas ? Et peut-être comment, grâce au numérique, on peut diffuser sa culture par-delà même sa langue ? Je peux vous répondre que pour moi, la langue, la défense de la langue française, en tout cas, c'est la base de toute politique culturelle. C'est alors pour ça que j'en veux beaucoup au président du CSA, venu Arcom, qui a, pour les plateformes, baissé considérablement les obligations d'investissement dans des œuvres de langue française, baissées par rapport à ce que le gouvernement avait voulu faire. Alors le Conseil d'État nous dira bientôt, dans un certain temps, s'il avait le droit ou pas le droit de le faire. Mais j'étais très choqué par ça. Quand vous avez, par exemple, en face de vous, une plateforme comme Disney et que vous lui dites qu'il ne peut faire que 60% de dessins animés en langue française, alors que le gouvernement a dit 85%, il y a un problème pour tous les auteurs français, ça peut créer un problème d'emploi, et il y a un problème pour l'expression des œuvres animées qui seront diffusées et produites dans notre pays. Voilà, c'est à un moment donné, on ne peut pas. La langue, pour moi, c'est vital, et c'est d'autant plus vital qu'en ce moment, et je ne comprends pas que les gouvernements ne réagissent pas. Si vous écoutez la radio, la télévision, si vous regardez les enseignes, on est envahi par par des mots de commerce anglais qui sont là partout. On ne peut pas employer les mots français comme le font très très bien les Québécois. Ils le font même pour le golf, vous voyez. Alors qu'au golf, on parle qu'anglais. Bon. L'oreille, petit à petit, s'habitue. Et notre langue, qui est extraordinaire, on a la chance d'avoir une langue compliquée à apprendre parce qu'elle est bonne, quoi. Eh bien, notre langue, petit à petit, s'affaiblit. Alors, il n'y a pas que l'anglais, parce qu'il y a aussi dans les banlieues et tout d'autres formes de langage différents, mais qui me gênent moins parce qu'ils sont une forme qui a toujours existé en France, qui est ce qu'on appelle l'argot, où
ou avant le patois. Voilà. Oui, et les artistes se sont emparés de cet art. Exactement. Mais là, prenez votre journée, écoutez bien la radio, notez, ce que devrait d'ailleurs faire le nouvel Arcom, il devrait noter et puis de temps en temps faire des réflexions. Franchement, on est dans une baisse qualitative extrêmement importante de l'usage de la langue française. Mais porter notre langue à l'étranger, d'autant plus que... Alors là, le français est actuellement la 5e langue parlée dans le monde, ce qui est déjà pas mal. Bon, parce que, par exemple, le chinois, tout de suite... Grâce au réseau notamment des alliances françaises. Exactement. Qui ont été aussi... Et on nous annonce, j'y crois pas trop, mais on nous annonce qu'en 2050, à cause de la démographie des pays qui parlent français, nous serons les premiers. Mais au moment où nous serons les premiers, je pense que chez nous, nous serons les derniers. Et c'est ça qui m'inquiète. Delphine Ernotte. Non, mais j'allais dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a 250 millions de gens qui parlent français et on nous annonce 750 à l'horizon 2050 parce que, mais c'est pas absurde, hein, parce qu'il y a l'Afrique francophone quand même qui se développe très vite. Et donc, c'est pas défensif la défense de la langue. Au contraire, c'est plutôt, voilà, comment on la fait partager, comment elle se nourrit aussi. Moi, je suis moins rigoriste que Pascal sur le fait d'absorber des mots de langues étrangères diverses et variées. D'ailleurs, dans notre vocabulaire dit parfaitement français aujourd'hui, on a des tas d'influences. Donc, moi, je trouve que c'est bien que la langue respire. Et je m'en tiens au petit Robert qui fait évoluer d'ailleurs très justement les mots de la langue. Voilà. Et on a déjà pas mal de mots anglais, tennis, golf, Pascal, voilà. Bon, donc tu vois. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien que la langue vive. Alors, est-ce qu'il faut promouvoir des œuvres dans notre langue? Moi, la réponse est oui. Objectivement, oui. D'abord parce que c'est intéressant quand vous travaillez avec des scénaristes, on n'écrit pas du tout de la même manière en français et en anglais. C'est pas la même façon de la langue structure la pensée, on le sait tous, et donc ça donne pas exactement la même chose quand on a une équipe de scénaristes françaises ou une équipe anglaise. Donc oui, je pense que la langue ça porte aussi la culture, et donc il faut essayer de préserver ça. Ça me semble très important. Et on regarde pas non plus les œuvres de la même façon. Je reviens à l'Italie qui était notre exemple premier. Il est frappant de voir que tous les films sont doublés. On peut voir aucun film en VO en Italie. Et c'est très étrange comme la perception des Italiens de certains films, qu'ils soient français ou américains, est extrêmement différente parce qu'ils l'ont entendu en italien directement. Donc c'est intéressant de voir comment en effet la langue aussi travaille l'œuvre et pas uniquement la traduction. Pour poursuivre un peu notre conversation, si on envisage la culture comme un pouvoir, comme une possibilité d'influence à l'international, est-ce que vous pensez justement que nos gouvernements, ici en Europe ou en France, considèrent la culture comme un pouvoir? Je voulais parler à titre d'illustration de la Corée du Sud, qui elle ambitionne de devenir, alors je cite, une superpuissance culturelle. Son ancienne dirigeante, Park Geun-hye, a solennellement proclamé que la culture, c'est le pouvoir. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose en France, selon vous? Si je me fie à ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années et la manière dont le gouvernement français a réagi à la fermeture des théâtres, à l'arrêt des cinémas, etc., honnêtement, oui. Moi, il se trouve que je côtoie mes homologues en Europe. La France a été totalement exemplaire dans le soutien à la culture de manière générale. Donc, est-ce qu'on considère qu'en France, la culture, c'est important? On peut pas dire le contraire. Objectivement, on peut pas dire le contraire. Et pour preuve, la force de notre cinéma, le soutien à toutes les filières culturelles, comme tu peux dire, qui est quand même très important. Est-ce que pour autant, on investit dans la culture, c'est-à-dire que on se contente pas d'essayer de faire vivre ce patrimoine exceptionnel, ce qui est déjà pas mal entre nous. Parce que je dis ça, mais aux États-Unis, un tiers des salles de cinéma ont été transformées en baraques à frites ou en garage. Donc c'est à l'occasion du premier confinement. Donc c'est massif. Imaginez ça chez nous. Enfin, ça aurait complètement changé le paysage urbain et notre capacité à aller au cinéma. Et que dire des théâtres? Donc bon, c'est déjà très très important. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Et c'est pour ça que moi, je suis pas du tout contre le terme industrie culturelle et créative. Parce que après tout, si jamais le ministère de la Culture est rattaché à Bercy, il faut parler le langage des économistes. Et si on dit que la culture, c'est aussi une force économique, faut l'assumer. Et quand on regarde aux bornes de l'Europe,
les industries culturelles et créatives, je le tiens parce qu'il va hurler dans 2 secondes, les industries culturelles et créatives sont des industries qui exportent, qui sont excédentaires, qui font travailler 8 millions d'Européens. Donc c'est en fait une formidable industrie sans usine. Et c'est d'ailleurs notre faiblesse à nous tous de ces industries culturelles et créatives, c'est que quand il y a un accroc et qu'il y a une souffrance économique à un endroit, on ferme pas d'usine, donc il n'y a pas de manifestation parce qu'on ferme l'usine. Donc on a du mal à se solidariser entre nous, à créer des passerelles entre nos différents syndicats pour défendre les industries culturelles et créatives qui sont extrêmement, qui sont un facteur de richesse, bien sûr intellectuelle, bien sûr politique, mais aussi économique en Europe. Donc moi, je défends ça, parce que je pense que ça nous aide globalement de considérer que oui, c'est un domaine dans lequel l'Europe au sens large, et la France en particulier, doivent continuer à investir fortement. Pascal, est-ce que selon vous, la culture est un pouvoir pour l'État français ? Moi, j'espère surtout qu'il n'y a personne de l'US Trade, le ministère du Commerce extérieur américain, qui n'ait écouté en ce moment Delphine Ernotte. Parce que c'est un plaidoyer extraordinaire pour dire qu'il doit y avoir libéralisation du système, que l'exception culturelle, on peut la ranger au placard, et qu'il doit y avoir aucune protection. Bah si on est une industrie, on est une industrie comme les autres, et on tombe dans le régime de la libéralisation classique, c'est tout. On a justement plaidé et réussi à faire en sorte que l'Europe ne prenne aucun engagement de libéralisation sur la culture au sens audiovisuel ou cinématographique, parce que les autres secteurs n'étaient pas concernés, parce que justement, on a plaidé qu'on était différent des industries traditionnelles, classiques, ou qu'on appelle maintenant de ce mot extraordinaire de créatif. Voilà, bon. Mais ça n'entre pas en contradiction avec... Mais ça n'entre pas en contradiction dans la mesure où je sais bien que Delphine ne veut pas ce que veulent nos amis de l'US Trade. Ça, je le sais. Ça, elle défend la création, et d'ailleurs le service public est le premier investisseur dans la création audiovisuelle en France. Et lorsque Delphine a eu des problèmes financiers à une époque où un dénommé, je crois qu'il s'appelait comment, Darmanin était ministre du budget, hein, il a voulu faire souffrir vraiment violemment le service public, il l'a fait un peu souffrir, mais moins violemment qu'il ne voulait. Elle a maintenu les investissements dans la création française qui n'ont pas été baissés, et elle était exemplaire. Mais je dis, il faut quand même faire attention, parce que le discours elle l'a dit d'ailleurs, si nous étions rattachés à Bercy. Ben non, j'espère que personne ne va un jour avoir l'idée complètement idiote de supprimer le ministère de la Culture, de mettre fin à cette originalité française que l'on a, et qui d'ailleurs s'est répandue dans beaucoup de pays du monde, depuis Malraux, hein, et puis après on a eu aussi des grands ministres de la culture. J'espère que personne n'aura cette idée, et qu'au contraire, on aura l'idée de réformer le ministère de la Culture, d'en faire à nouveau une source d'innovation, d'avoir des idées nouvelles, d'invention, et de relier les différents établissements publics et le service public lui-même dans un cadre d'une politique cohérente. Voilà. J'ai l'impression qu'on l'entend souvent quand même, cette idée de rassemblement du ministère de la Culture, qu'il soit avec Bercy ou avec l'Éducation nationale. À partir du moment, et c'est là, vous savez, la politique, de temps en temps, je dis que c'est un peu un métier. Hein, à partir du moment où on développe le discours culture égale industrie, même si on ajoute créative ou culturelle, on bascule de l'autre côté. Voilà, c'est tout, progressivement. Et on nourrit les esprits de cette idée qu'au fond, pourquoi on ne ferait pas un grand ministère industrie créative, numérique. Alors, je ne dis pas que je mettrais Cédrico à la tête de ce ministère, parce que ça serait très inquiétant pour moi, mais bon, passons. Oui, il faut de temps en temps, je règle quelques comptes avec ceux qui ont essayé de nous faire baisser, par exemple, des rémunérations comme celle de la copie privée qui bénéficie à l'ensemble des festivals et de la création française en général.
Mais je trouve que justement, on doit se recentrer sur le rôle de la culture, de la création, voir la force qu'a la France, parce que imaginez les dégâts dans le monde si on faisait ça, pour l'image de notre pays, car notre pays, justement, la culture, le patrimoine, la création, la littérature, le théâtre, c'est une image extrêmement puissante à l'étranger. Admettons qu'on mette ça avec les costumes gris de Bercy, mais enfin, c'est absolument sinistre. Enfin, non, mais je savais que ça allait marcher. J'accorde un droit de réponse. C'est la fin d'une France. Voilà, c'est tout. Alors, je vous en prie, répondez. C'est peut-être pas un grand remplacement, c'est peut-être un tout petit remplacement, mais c'est quand même quelque chose. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi je suis pas du tout pour le libre, comment dire, le libéralisme à tout craint, pas du tout. Moi, je pense qu'on a précisément un modèle européen qui n'est ni un modèle américain totalement libéral et commercial, ni un modèle chinois totalement étatique, mais une espèce d'équilibre, toujours accalé finement, entre une forme de liberté d'entreprendre aussi, mais des règles maintenant désormais européenne et nationale qui nous permettent de trouver cet équilibre. Et c'est ça le modèle européen, pas uniquement dans la culture d'ailleurs, dans bien d'autres industries, c'est ainsi qu'on fonctionne. Regardez par exemple, pour changer le règlement sur les données personnelles, qui est européen et qui pose d'ailleurs des soucis aux géants de la tech américains. Donc voilà, moi je suis très attachée à cet équilibre-là, à ce modèle européen. Pascal a beaucoup défendu le droit d'auteur et heureusement d'ailleurs. Et donc on essaie évidemment de poursuivre dans cette voie et de tracer et d'inscrire un peu dans le dur nos particularités. Après, il faut quand même voir que le budget de la culture en France est un tout petit budget. Qu'on va se retrouver là au sortir de l'élection présidentielle dans des difficultés sans nom. L'hôpital a besoin d'argent, l'éducation nationale a besoin d'argent. Donc expliquer que la culture c'est un instrument de rayonnement, de pouvoir, de bien-être, et aussi que c'est un investissement entre guillemets qui est créateur de richesse, je trouve pas ça totalement inutile. Voilà, je le dis avec mes mots, parce qu'il va falloir défendre le budget de la culture. C'est bien parce que t'as baissé d'un petit cran quand même. Bon, mais non. Alors je voulais quand même répondre. J'ai pas répondu sur la Corée. Je vous en prie. Lorsqu'on était en pleine bataille du GATT, qui était la grande bataille de l'exception culturelle, ceux qui se battaient à nos côtés, c'était les Coréens parce qu'ils avaient beaucoup à protéger. Ils étaient attaqués par les Américains et ils cherchaient à protéger leur système de quotas à l'écran. C'est-à-dire, ils avaient un système très puissant pour les protéger. C'est qu'il fallait, je crois, une semaine sur deux ou la moitié de l'année avoir des films coréens et ensuite c'était des films étrangers. Politiques qu'ils ont dû faire sauter dans le cadre des négociations commerciales parce qu'à un moment donné, il y a eu un bras de fer et les Américains leur ont dit si vous voulez que les marchés américains s'ouvrent à vous, eh ben, vous devez faire sauter votre protection culturelle. Et ils l'ont fait, ça, qui a d'ailleurs... momentanément, parce qu'ensuite ils ont repris un peu de poil de la bête, affaibli le cinéma coréen. Mais ceux qui à côté ont conscience du pouvoir de la culture et sont très forts, ce sont les Chinois. Les Chinois sont devenus le premier marché en salle du monde à la faveur de la pandémie, puisqu'ils en sont sortis plus vite que nous. Eux, ils ont à nouveau ce système même pas de quotas. Eux, ils ont un système de contingentement, c'est-à-dire que le nombre de films non chinois qui sont disponibles sur le marché chinois est limité, je crois, à 30 par an. Alors, on essaye, nous, avec les Européens, de faire rentrer nos films en disant mais c'est pas tout à fait la même chose que les films américains. Ce qui est vrai, il faudrait une catégorie des films à essai, des films d'auteurs, mais c'est extrêmement... Et ça fonctionne ? Non, ça fonctionne pas parce que pour le moment, les Américains qui ont cru qu'ils allaient conquérir le marché chinois, qui avaient commencé à créer des co-entreprises avec eux, parce qu'on ne pouvait pas y aller tout seul. C'est un pays extrêmement réglementé. Les Chinois, ont une censure politique. Donc, si un film ne leur plaît pas pour telle ou telle raison, ils vous diront que vous ne pouvez pas venir. Et deux, ils se sont organisés
de manière à mettre leurs propres films d'abord en avant dans leur salle. Et c'est très, très compliqué, même pour les Américains. Ils réussissent un peu, les Américains, mais c'est très compliqué. Ils n'ont pas réussi, en tout cas, à conquérir ce marché comme ils devaient faire. Et puis, ils n'ont pas réussi non plus à imposer leur plateforme, puisque les Chinois ferment le robinet Internet pour éviter des conséquences politiques. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'une culture soit déjà très forte en interne pour qu'elle puisse s'exporter efficacement? C'est exactement ça qu'on dit. C'est exactement ça qu'on dit. De toute façon, vous ne pouvez rayonner que si vous êtes déjà très fort dans votre pays. Sinon, si vous n'êtes pas fort dans votre pays, vous n'arrivez pas à renouveler les créateurs, à innover justement dans tous les domaines, aucune raison que vous exportiez. Par définition, la culture, c'est l'opposé de quelque chose de standard et de standardisé, donc qui nécessite des essais, des erreurs, et je réessaye. Il y a des artistes qui y arrivent, puis y arrivent plus, puis y arrivent à nouveau. Voilà, c'est ça. Et donc, si vous n'avez pas un espace, un écosystème qui fait que vous pouvez faire une première œuvre réussie, puis vous plantez la deuxième, puis redémarrer la troisième, vous ne pouvez pas vivre de votre métier, en fait. Donc, c'est en ça que la force du système français est une absolue nécessité pour rayonner ensuite à l'étranger. Mais est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, de là où vous parlez, que la culture française aujourd'hui est assez solide pour justement pouvoir rayonner à l'international? Ce que disait Pascal tout à l'heure est assez juste, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas l'outil de diffusion. Et il suffit pas de publier sur une plateforme pour être vu. Parce que vous allez poser vous allez poser votre œuvre dans un catalogue, et puis la bibliothécaire qui va choisir quel est le bouquin qu'on va vous mettre sous le nez, ça vous maîtrisez pas du tout, hein. Les algorithmes de recommandation, vous pouvez très bien remplir votre catalogue de spectacles vivants pour faire plaisir au gouvernement français, mais ils seront jamais vus parce qu'ils ne seront jamais mis en avant. Et ça, c'est pour moi le principal problème, c'est que au fond, on est coupé de la relation directe avec les gens quand on est sur le numérique, parce qu'on ne maîtrise pas la boutique. Un petit peu comme si vous vouliez vendre un tableau dans une galerie. Si vous ne pouvez pas décider ou discuter à quel endroit de la galerie votre tableau va être mis, peut-être que vous n'aurez aucune chance d'être vu et d'être vendu, et vous allez vous retrouver dans les stocks tout au fond. C'est exactement ça qu'on vit. Et pour l'instant, même si l'Europe a commencé à fabriquer des règlements qui s'appellent le Digital Service Act et le Digital Market Act, qui devraient essayer de redonner un tout petit peu la main, un tout petit peu de visibilité sur ce qui se passe justement dans ces algorithmes. Aujourd'hui, on maîtrise franchement rien du tout. Donc ça, c'est le plus inquiétant pour moi. C'est à part pour le spectacle vivant, vous avez des spectateurs directement dans la salle, mais tout ce qui passe par le numérique et la télévision demain, ça sera sur une télévision connectée, donc avec une interface qui ressemblera plus à celle de mon téléphone, avec des applications. S'il faut scroller 30 minutes avant de tomber sur l'appli du service public, on n'existera plus. Pascal ? Alors, le sujet, Delphine vient de le dire, c'est qu'il n'y a pas de transparence de l'algorithme. On ne sait pas comment ça marche. Simplement, il faut aussi voir que si je prends la page d'accueil de Netflix, c'est très compliqué à analyser parce qu'elle va être différente selon chaque personne. C'est-à-dire que celui qui est fanat des mangas japonais, là, on verra que du japonais, quasiment. De temps en temps, on lui proposera autre chose. Celui qui ne voit que des films français, il aura une mise en avant des films français. Là, il y a une étude intéressante qui a été faite par Unifrance Film sur les... Alors, ils disent aussi, encore un autre mot insupportable pour moi, ils disent les contenus. Voilà. Maintenant, on ne fait plus des œuvres, on fait des contenus. Même Unifrance, financé par le gouvernement, des contenus. Bon. Donc, les programmes... C'est un mot français, déjà. Oui, non, parce que c'est content, voilà, c'est ça. Franchement, c'est un mot bête. Quoi. Bon. Donc, disons programme. Voilà, les programmes qui ne sont pas de langue anglaise, les plus vus pendant le premier semestre 2021, ce sont les programmes français. Voilà. Donc ça, c'est devant les Allemands, devant d'autres pays. Ça, c'est extrêmement intéressant comme étude parce que ça montre que les œuvres qui sont créées pour ces plateformes... C'est Lupin, ça. C'est l'effet Lupin.
Oui, enfin l'effet Lupin, il est à moitié parce qu'en réalité, celui qu'on appelle disons le créateur de la série, je dirais pas le showrunner, est anglais. Voilà. Donc Lupin lui-même est français, l'histoire est française, mais c'est un peu bâtard l'histoire Lupin. Le producteur est français aussi. Bon. Non, c'est pas que l'effet Lupin parce que Lupin était moins là. Voilà, c'était derrière. Non, c'est l'effet de, par exemple, le film d'Olivier Marchal, Bronx, qui devait sortir en salle de cinéma et qui est allé directement sur Netflix. Enfin, toute une série d'œuvres qui ont connu un succès non seulement en France, mais à l'international. Et c'est la conséquence de la politique que Netflix a engagée en fait avant les autres plateformes et avant même les obligations d'investir dans la création française. Donc, on n'est pas forcément foutu. Mais c'est clair que c'est quand même compliqué, et Delphine a raison. Si elle veut donner un rayonnement international aux séries du service public, à part aller sur Netflix, Disney, Amazon, pour avoir une diffusion mondiale, quasiment mondiale, je ne sais pas comment elle va faire. Elle va retomber sur les systèmes classiques où on vend aux autres télévisions et tout, mais qui sont plus lents, dont on maîtrise aussi pas forcément toujours la programmation et qui permettent pas maintenant d'avoir les succès. Surtout que, et ça c'est le problème de la télévision, c'est que la télévision, elle doit reconquérir le public le plus jeune qui est quand même parti qui est parti beaucoup sur les plateformes. Donc c'est toute cette phase que les télévisions, je trouve ça formidable parce que elle a encore un mandat qu'elle va devoir finir en beauté, là, continuer, c'est de tout numériser et de marcher sur deux pieds, le pied du linéaire normal, celui de la télévision classique, et le pied du numérique. Et en tout cas, comme j'ai Delphine à côté de moi, je la félicite parce que le service public a longtemps été absent sur le cinéma en numérique. Et depuis pratiquement un an, je crois, hein, un peu plus d'un an, vous regardez sur France.tv les films qui sont présents, les collections qui sont là. C'est absolument formidable à tel point que Canal+ pense qu'il est concurrencé et que c'est très mauvais pour lui et qu'il veut mettre des punitions pour ceux qui osent passer des films. Voilà. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on est dépendant de moyens de diffusion qu'on ne maîtrise pas et que c'est ça le principal problème de la diffusion de la culture française à l'international. Oui, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, il y a certains pays qui ont réagi. Il se trouve que là aussi, on ne trouvera une issue qu'en s'appuyant aussi sur la régulation. Il y a une régulation, il se trouve en Europe, des moyens audiovisuels, une directive qui a été adaptée dans certains pays. Et c'est assez drôle de voir que celui qui a réagi en premier, c'est la Grande-Bretagne, et qui a notamment, par la voix de son régulateur, imposé aux différents fabricants de terminaux et notamment de téléviseurs d'exposer les grands médias anglais, pas uniquement publics d'ailleurs, hein, mais ITV, la BBC, Channel 4, etc., etc. Donc on voit que via cette balance entre libéralité et régulation, on peut quand même tordre un peu ce qui se passerait sinon, qui est en fait un vrai boulevard pour les plateformes. Par ailleurs, je dois dire que là, en l'occurrence, c'est pas Netflix. Netflix va avoir exactement le même problème que nous d'une certaine manière, parce que quand je dis qu'on est désintermédié d'une certaine manière de la relation directe avec les gens, c'est pas Netflix qui nous désintermédie, c'est Google, c'est Apple, c'est les fabricants d'interfaces. Et là, Netflix a exactement le même problème que nous. Il n'a pas de lien forcément direct, si ce n'est au travers du téléviseur connecté à une Apple TV, à une Chromecast, etc., etc. Vous dirigez tous les deux des structures publiques. Non, moi je suis entièrement privé. Vous êtes entièrement privé? Non. Moi je suis entièrement public. Entièrement public. Depuis Beaumarchais, 1777, nous sommes privés et jamais aucun gouvernement de la France n'a songé à nous nationaliser. Comment on travaille justement entre le public et le privé? Est-ce qu'il faut faire des liens? Est-ce qu'il faut être ensemble pour être plus fort à l'international? Alors ça c'est évident. Alors déjà, on travaille entre publics. Vous savez, moi je préside l'Union des radios et télévisions publiques européennes. Donc c'est 56 pays, c'est plus de 100 membres. C'est au sens Europe
continentale du terme, hein, pas union politique. Et on fait énormément de choses ensemble. Sur la formation, mais j'en parlerai pas parce que c'est pas à strictement parler dans le domaine, dans le champ culturel, mais néanmoins c'est important et on le voit en ce moment pour justement se soutenir et soutenir nos membres pour qu'ils puissent continuer à exercer leur métier de journalisme dans les meilleures conditions et avec le meilleur niveau de sécurité. Et Dieu sait qu'en ce moment, ça devient de plus en plus difficile. Je passe, mais on essaie aussi de créer des alliances pour créer ensemble. Moi, j'ai monté notamment avec les Allemands et les Italiens une alliance de coproduction de séries qui peuvent voyager, parce que tous les thèmes ne s'y prêtent pas. Et c'est ça qui est important de dire, c'est-à-dire qu'une série peut très bien être vue par la totalité du monde, mais il y a des sujets qui ne s'y prêtent pas. Je vais prendre juste un exemple. Sauf qu'en ce moment, on travaille beaucoup au sein de France Télévisions sur une thématique qui a été trop peu labourée, qui est la guerre d'Algérie. Donc on a lancé tout un tas de développements, de documentaires, de fiction sur ce thème-là, qui est encore extrêmement sensible dans la société. Bon, c'est évidemment notre rôle de le faire, et ça nous passionne de le faire. Je suis pas sûre qu'un film sur la guerre d'Algérie marcherait sur Netflix. Et pourtant, on sent bien que c'est nécessaire dans la société française. Donc, tout ne fonctionne pas à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça qu'il est important de garder ces différents niveaux de granularité. Voilà. Mais donc, déjà, la première alliance, c'est entre services publics, parce qu'on partage exactement les mêmes valeurs, les mêmes problématiques, et on défend la même chose, notamment la création indépendante, notamment la liberté des créateurs, le droit d'auteur, tout ce que, voilà, les autres essaient de contourner plus ou moins. Et puis ensuite, je suis d'accord aussi que dans la profession qui est la nôtre, on a intérêt à se serrer les coudes entre public et privé, puisque la concurrence aujourd'hui des géants de la tech est bien plus importante que la concurrence qu'on peut se faire entre nous-mêmes. Donc voilà, il faut de ces anciens concurrents, il faut se faire des alliés. Pascal. Alors nous, on a mené une grande bataille avec les auteurs européens pour la directive droit d'auteur. Bataille pas facile puisque la première version du projet a été repoussée par le Parlement européen. On devait faire face à des montagnes de dollars dépensés par Google et Facebook pour convaincre les parlementaires de rejeter cette directive qui renforçait le droit d'auteur par rapport aux grandes entreprises de l'Internet. Et finalement, on a gagné la bataille. On l'a gagné grâce, il faut le dire, à un soutien sans faille du gouvernement français, du président de la République, des parlementaires français et d'autres parlementaires européens qui se sont mobilisés. Il y en a quand même un qui s'est abstenu, je ne donnerai pas son nom aujourd'hui, car il est bien quittant dans la campagne, je ne veux pas lui faire de tort, mais bon. Oui, j'ai toujours mon petit coup de patte de temps en temps. Bon. Et cette bataille, on l'a gagnée sur le principe extrêmement important, mais même capital pour la rémunération des auteurs, qui est le droit à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation. Il faut savoir que ce droit qui existe en France depuis la Révolution française existe dans quelques pays, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Belgique, mais n'existait pas dans toute l'Europe. Et maintenant, il existe. Alors, on est dans les phases de transposition des directives, et c'est très important que les auteurs, au lieu d'être payés au forfait, soient rémunérés en fonction du succès de leurs œuvres, parce qu'on est dans des métiers tellement difficiles que c'est quand même rare d'avoir un succès. Et ceux qui ont toujours du succès sont encore plus rares. Bon. Mais quand il y a un succès, il faut que l'auteur puisse en bénéficier, parce que ça lui permettra peut-être de continuer à créer et de passer les moments les plus difficiles. Donc, nous avons agi là-dessus. Nous avons une organisation européenne des sociétés d'auteurs audiovisuels qui est extrêmement vigilante. Nous sommes en train de nous battre sur les 2 directives dont on vient de parler, parce qu'on craint un certain nombre de reculs, puisque les GAFA sont toujours à l'affût. Et de temps en temps, là, la France préside, mais c'est pas toujours la meilleure position d'être président, parce que quand on est président, on doit faire le consensus. On n'est pas là pour faire forcément avancer ses propres idées. Mais voilà, l'Europe de la création, avec toute la régulation qui a été mise en place pour les grandes entreprises Internet de vidéos à demande par abonnement, l'Europe du droit d'auteur a considérablement progressé ces 5 dernières années. Bon. Maintenant, tout ça, il faut l'avaler, il faut le traduire dans des textes. En France, ça a été fait, mais il faut le faire aussi dans d'autres pays européens. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on est passé maintenant du niveau
pour faire des politiques, une partie de la politique même, la partie peut-être la plus importante, on est passé du niveau national à l'échelon européen. L'échelon européen, c'est extrêmement long. C'est-à-dire, entre le moment où on a lancé l'idée qu'il fallait une régulation des plateformes parce qu'on n'allait pas soumettre les grandes entreprises Netflix au droit des Pays-Bas, hein, c'est très faible en défense de la création, au droit irlandais, au droit, alors encore plus faible, au droit luxembourgeois. Là, je m'excuse auprès de Viviane Reding, mais quand même, c'est pas l'endroit. D'ailleurs, ils sont faibles sur la création, mais ils sont aussi faibles sur les impôts. Donc, il y a tout pour attirer les grandes entreprises. Entre le moment où on a commencé sous le quinquennat de François Hollande. Et on termine à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Donc et là, on va passer dans la phase de transposition. Donc on est sur des temps extrêmement lents, alors que le temps des entreprises est très rapide. Ces entreprises s'installent, elles utilisent toutes les failles des réglementations. Une fois qu'on a comblé des failles, elles vont en trouver d'autres. Là, j'ai entendu nos amis GAFA respectueusement au Sénat s'incliner devant l'exception culturelle. Je pense que leur inclinaison n'est que provisoire. Voilà. Alors justement, revenons un peu sur cette exception culturelle. Vous disiez que le concept n'existait pas, en tout cas juridiquement parlant. Alors qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui encore par exception culturelle? Et est-ce qu'elle est, selon vous, un atout pour cette diffusion à l'international ou pas? Alors, je connais le sujet parce que à l'époque, lorsque la négociation du GATT a été lancée, elle a été lancée l'Uruguay Round, ça a été lancé à Montevideo. Il y avait un ministre du Commerce qui s'appelle Michel Noir, on a complètement oublié, c'était un des rénovateurs à l'époque. Nous, tous les gens de culture, on n'était absolument pas au courant qu'on était concernés par cette négociation. On n'y connaissait rien. Et ils avaient simplement décidé à Montevideo que tous les services étaient sur la table. Et tous les services, ça voulait dire aussi le cinéma, l'audiovisuel, tous les services culturels. Et c'est ensuite, au bout de 3-4 ans, puisque dans ces négociations, ils commencent par régler le plus facile et après on arrive au plus difficile, qu'on s'est aperçu qu'on avait un problème, qu'on était dans la négociation et qu'on a été demandé à nos amis, là c'était nos amis de Bercy qui menaient la négociation, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils nous ont dit, c'est très simple, à l'échelon du GATT, il suffit que l'Europe ne prenne pas d'engagement de libéralisation. Et donc, on s'est battu. Les Américains voulaient à tout prix que l'Europe se libère, prenne des engagements. Nous, on voulait pas. Il y avait des pays européens qui voulaient prendre des engagements parce qu'ils voulaient avoir des contreparties commerciales dans d'autres secteurs, parce que ce sont des négociations. On vous échange la culture contre les services financiers, contre le transport maritime, enfin contre d'autres services. Et puis finalement, grâce à l'engagement politique de la France, de l'Allemagne aussi, à quelques erreurs des Américains, parce qu'on peut toujours profiter des erreurs des autres, on a réussi à bâtir ce qu'on a appelé exception culturelle, mais qui en réalité, c'est affreux, c'est une exclusion par absence d'offre en réalité. Voilà. Oui, alors moi je vais avoir une définition un peu plus râle et pâquerette de l'exception culturelle. Pour moi, l'exception culturelle, c'est de considérer que la culture est un bien essentiel et qu'à ce titre, il doit y avoir des subventions pour les différentes cultures et une politique culturelle adossée à ces subventions. Voilà. Pour moi, l'exception culturelle, c'est subventionner la culture, pour dire les choses simplement. D'ailleurs, on voit que dans les pays qui ont arrêté de subventionner certains pans de la culture, tout ça s'est écroulé. Donc au même titre que la santé. Et je rajouterais, parce qu'on est en France, qu'il y a aussi une notion un peu sous-jacente, pas toujours exprimée, que la culture, elle doit être accessible à tous. Donc qu'il y a une visée égalitaire aussi dans cette politique publique de la culture. Très important. Voilà, c'est ce qu'on est en fait. Je vais juste vous couper une seconde pour vous rappeler la définition de la culture par l'UNESCO. C'est toujours intéressant de revenir aux définitions. L'UNESCO définit la culture comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal, quand on parle de culture, en fait, on parle de
de quelque chose d'immense. Non, là, sur ce plateau, on parle pas de trucs immenses. Il se trouve que c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. C'est pour ça. Quand on demande aux gens, par exemple, ce qu'ils mettent dans culture, le truc qui arrive en second, c'est la cuisine. Oui, la gastronomie là, on n'est pas en française. train de parler de l'exception culturelle sur la cuisine. Donc, nous, on sait de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est un mot qui demande à être précisé. Je suis d'accord. Mais quand on dit exception culturelle, on parle bien de la subvention, du théâtre, de la danse, de l'opéra, du livre, etc., etc. Enfin, de la presse. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Pas de la subvention pour la cuisine. La gastronomie qui est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Exact. La gastronomie peut-être. Alors, juste un mot sur l'UNESCO, qui a la chance d'ailleurs d'avoir une formidable directrice générale, Audrey Azoulay. C'est que lorsqu'on se battait dans les négociations GATT, on était toujours sur le défensif. C'est-à-dire, on priait, moi j'étais à Cancun, j'étais à Seattle, pour qu'il n'y ait pas d'accord. Car s'il n'y avait pas d'accord du tout, on était sûr de ne pas être englobé dans un accord qui serait mauvais pour nous. Donc, on venait pour que ça capote. Bon, il y en avait d'autres aussi qui étaient là pour ça, mais bon. Et ensuite, ça a été une idée formidable défendue par Jacques Chirac et Sheila Copps, qui était ministre du Canada, de dire on ne peut pas être que sur le défensif, il faut qu'on crée une convention pour soutenir le principe de diversité culturelle, parce que quand on est toujours sur le défensif, à un moment donné, on perd la bataille. Et c'est comme ça que Jacques Chirac a persuadé le directeur général de l'UNESCO de l'époque, c'était un japonais, de mettre en chantier une convention pour la diversité culturelle qui a été adoptée par l'ensemble des États, à l'exception des États-Unis, d'Israël qui suivait les États-Unis pour des raisons politiques, et des îles qui heureusement sont presque maintenant englouties, c'était les îles Kiribati, voilà, qui étaient contre cette convention. Et cette convention, qui a été intégrée dans l'ordre juridique européen, puisqu'elle a été ratifiée aussi par l'Union européenne, il y a peu de temps, a eu un effet juridique très important, c'est qu'elle a protégé les quotas linguistiques. L'Espagne avait institué, par exemple, des quotas linguistiques qui ont été attaqués par les chaînes de télévision espagnoles, les chaînes privées, et l'Union européenne, enfin la Cour de justice, a considéré qu'un pays avait le droit de défendre sa langue parce que ce principe de la défense de l'identité culturelle de la langue du pays était inscrit dans la Convention UNESCO qui faisait maintenant partie du traité européen. Alors que le traité européen, on l'a toujours vécu comme il l'est, très libéral, allant contre les restrictions. Et donc c'est cette initiative qui a été prise par Jacques Chirac pour défendre la diversité culturelle et la langue, qui nous permet d'avoir aussi un socle juridique solide pour résister aux tentatives de démanteler les règles qui nous protègent. Mais est-ce que cette diversité culturelle n'est pas, alors menacée, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas mise à mal justement par le numérique, parce que vous le disiez, ce choix pléthorique que l'on a, il est montré sur nos plateformes selon nos goûts premiers. Donc si on aime les films japonais, on va avoir un écran d'accueil avec que des films japonais. Est-ce qu'on va avoir encore, dans les temps qui viennent, une possibilité d'un hasard heureux, de tomber sur une surprise, en fait, un film qu'on connaît pas et qu'on va nous proposer et qu'on va pouvoir regarder? Ou est-ce qu'on va finalement nous donner ce qu'on connaît déjà ou ce qu'on est censé aimer? C'est le principe des algorithmes, hein. C'est de vous donner ce que vous aimez déjà. Donc oui, d'ailleurs on le voit sur les réseaux sociaux. Maintenant, les sociologues définissent assez bien qu'en réalité, ce qui semble être de prime abord une immense ouverture est en réalité un enfermement dans un cercle de pensée de gens qui pensent à peu près tous comme moi. Bon, alors je tempère quand même parce que quand on discute en Europe de ces sujets-là, on se rend compte aussi que le numérique est par moments un formidable outil de liberté. Il y a des pays, je vais prendre au hasard la Pologne, on est bien content d'avoir le numérique pour que, voilà, hein. Et les médias sont plutôt des médias d'État, donc c'est quand même assez compliqué de trouver une autre façon de penser, et heureusement que le numérique est là. Donc je voudrais pas être anti-numérique, parce que ça serait stupide. Mais il y a des travers, et en effet, celui de nous enfermer soit dans des opinions qui sont toujours les mêmes, soit dans des goûts qui sont toujours les mêmes. Est-ce qu'on peut s'en affranchir? Oui.
on peut quand même s'en affranchir. Et c'est vrai que la diversité qu'on peut trouver sur certaines plateformes est quand même assez formidable aussi. Moi, ce que je crains, c'est une forme d'uniformisation de la culture. C'est-à-dire que on devienne tous un peu américains ou tous voilà ce mélange et que cette diversité elle s'efface. C'est ce qui est en train de se passer en France quand même. C'est clairement ce qui est en train de se passer en France. Donc est-ce qu'on se laisse faire après tout? Et comment on peut réagir à ça? Comment on lutte contre l'uniformisation? Et bien justement en essayant d'avoir une politique culturelle qui laisse une grande place aux créateurs, aux innovations, aux idées folles. Par exemple, là, on va avoir une opportunité incroyable avec Paris 2024. Vous savez qu'au moment où Londres a fait ses Jeux Olympiques en 2012, il y a eu un énorme boom culturel, porté d'ailleurs par le diffuseur qui était la BBC à l'époque, puisque pour finalement faire de cet événement sportif un événement beaucoup plus large et qui touche toute la population, il y a énormément d'événements culturels qui ont été accrochés à cet événement sportif. Bon ben nous, il se trouve que ça se passe à Paris et qu'on a quand même, on va le dire, intérêt à ce que tous les Français, où qu'ils habitent, se sentent un peu participer à ce Paris 2024. Et donc, ça pourrait être aussi l'objet d'une politique culturelle, je dirais pas de décentralisation, mais en tout cas de revivifier certains lieux, de créer des événements, de mettre à l'honneur des festivals. Et puis enfin, je finirai en disant qu'en France, on a quand même une chance énorme. Je parlais des festivals, on a quand même des festivals internationaux. C'est pour ça d'ailleurs que nous, en tant que service public, on s'est porté, on soutient beaucoup de festivals et on essaie de soutenir toujours les leaders de leur catégorie parce que il faut qu'on appuie là où, enfin, comment dire, il faut que le succès va au succès. Donc on essaie de fortifier de ce qui marche déjà. C'est pour ça que notamment on s'est porté candidat pour soutenir le festival de Cannes. Pas tout seul, partenariat public-privé avec Brut que nous soutenons depuis le démarrage de Brut, justement pour faire rayonner le festival de Cannes très fortement en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Donc je pense que on a aussi les moyens de jouer, nous, à partir de la richesse incroyable qui existe sur notre territoire, en se saisissant de ces opportunités qui vont donner un éclairage sur la France absolument incroyable pendant tout un été. Voilà, on peut bâtir pour les 2 années qui viennent, en tout cas, un vrai projet culturel. Pascal? Pendant 30 ans, à l'époque où j'allais encore à Bruxelles, et on mettait 2h30, on a progressé. Le sujet, c'était comment faire circuler les œuvres européennes. Et on se heurtait au problème de doublage, sous-titrage. Il faut reconnaître, ça c'est un des atouts. Netflix fait circuler les œuvres européennes et les problèmes de doublage et sous-titrage ont été résolus. Ils ne le sont pas d'ailleurs sur Amazon. Je dis ça pour ceux qui regardent un peu toutes les plateformes. Et on peut voir les œuvres scandinaves, les œuvres israéliennes, les œuvres mexicaines, en fait on peut même avoir une indigestion en fonction des différents pays. Par contre, il faut être extrêmement vigilant. Et pour moi, la réponse, c'est le pluralisme de l'offre. C'est-à-dire, je crois profondément que le sujet politique audiovisuel de la prochaine campagne, ou de la suite de la campagne, c'est le rôle du service public et le renforcement du rôle du service public. On ne peut pas, dans un monde qui pourra être dominé peut-être par TF1, M6 regroupés, j'ai rien contre, je suis même pour. D'autre côté, toutes ces offres numériques extrêmement puissantes qui s'appuient sur... songez, Netflix, c'est plus de 200 millions de consommateurs dans le monde. Disney est en train de les rejoindre. Et encore, on n'a pas tout vu. Warner arrive. Donc OCS, Orange, je suis désolé, mais bon, ça va souffrir. Peut-être même disparaître. On nous parle de Paramount. Donc, il y a toute une offre d'origine américaine, en tout cas pas forcément pour tous les programmes, mais pour la diffusion qui est présente. Et c'est, je crois, qu'il faut développer une plateforme européenne à partir des services publics. C'est très important aussi de maîtriser l'outil de diffusion et de ne pas le laisser aux mains qui ne sont pas européennes. Il faut, comme la France l'a proposé dans la présidence, défendre nos actifs culturels. Il faut veiller à ce que nos catalogues de films, nos salles de cinéma, nos studios ne soient pas forcément rachetés par des opérateurs qui ne soient pas des membres
de l'Union européenne. Et là, il y a toute une politique à l'échelon européen qu'il faut renforcer. Et il faut que le contrepoids dans chacun des pays, ce soit clairement le service public, parce que son rôle est unique pour défendre la langue, la création, l'originalité et la diversité. Voilà. Alors, je crois qu'il est temps d'ouvrir les questions à la salle. Voilà, je crois qu'il y a une question là. Vous pouvez aussi vous poser vos questions en ligne, elles seront retransmises. Ah, très bien. Oui, si en fait on parle d'un autre champ artistique, je vais citer un exemple qui était quand même assez spectaculaire. En 81, le ministère de la Culture avec le consulat de France à New York avait monté une exposition qui, je pense, s'appelait Paris-New York. En fait, on a fait exposer dans certaines galeries de New York des grands artistes français. Il y avait Robert Combas, il y avait etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit, je veux dire, c'est le thème de cette table ronde, c'est qu'en fait, ça crée un véritable mouvement, mais je dirais presque agressif de la part de la scène artistique française. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, ils ne voulaient pas se faire voler le terme de audace, création nouvelle, etc., etc. Donc on voit que la culture est vraiment une propagande, quelque chose qui est très importante, qui permet en fait, moi je l'ai vu, j'étais dans un département de théâtre à l'université du Minnesota, et j'ai regardé par exemple à la librairie de l'université, il y avait un petit bouquin sur Michel Binavert, Nathalie Sarraute, etc. On voit aussi l'influence de Michel Foucault en philosophie. Et c'est vrai que tout ça, ça permet à la France d'exister. Alors on parlait, je sais bien que ça vous hérisse de parler de l'industrie culturelle, mais c'est vrai que derrière cette culture arrivent les produits, je veux dire, c'est une guerre, en fait, on est vraiment dans une guerre quand on parle de plateformes. Je suis désolé, vous ne citez que les grandes plateformes, regardez Arte. Arte, c'est magnifique, c'est un outil, je veux dire, extraordinaire, Arte. Et donc, on voit franchement que nous sommes dans une guerre, je veux dire, on parlait de la force de notre culture, mais la force de notre culture, on s'aperçoit aussi que c'est aussi à nous, les Français, de la mettre en avant. C'est pas simple. Quand vous allez exposer à l'étranger, c'est vrai que les Français sont considérés, l'art français s'est arrêté à peu près avec les impressionnistes. Si vous êtes un jeune plasticien ou un vieux plasticien, je veux dire, vous n'existez pratiquement plus. Et c'est vrai que c'est important. La culture, ça nous permet d'exister en tant qu'individu. C'est notre liberté individuelle d'exister avec notre langue. Et c'est vrai que tout ça, on rentre quand même dans une guerre économique. Qu'on le veuille ou non, les moyens de production sont des moyens qui sont financés, qui sont, je veux dire, qui sont très importants. Je regardais quand même un truc assez étonnant hier, un documentaire sur Arte sur Deep Throat, Gorge profonde, qui a été produit par la mafia, qui a fait 600 millions d'euros de bénéfices. On voit franchement que, je veux dire, les moyens financiers, qu'ils soient occultes, étatiques ou etc., que ça, sont importants pour la culture, pour exister. Donc on peut pas dissocier ça d'une force financière, d'une agressivité financière. Merci beaucoup. Je vous rejoins sur Arte. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire monsieur. Juste, j'ai pas parlé d'Arte, je regarde Arte. Moi, j'ai un défaut, je regarde à peu près tout, jamais en direct. Mais, non, Arte, c'est une très bonne plateforme, mais songez que j'ai parlé de Netflix parce qu'ils sont à 9 millions d'abonnés, c'est tout. Voilà. Quant à Deep Throat, ça a rapporté beaucoup d'argent, mais ça n'a quasiment rien coûté. C'est l'exemple du film surprise, sauvage, dérangeant pour certains, qui n'a quasiment rien coûté et qui a eu ensuite un succès mondial parce que c'était un grand coup par rapport dans la libéralisation des mœurs de ce qu'on pouvait montrer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, monsieur?
Merci beaucoup. Il a été un petit peu question de l'UNESCO. Et pour revenir sur un débat ou un échange qui a eu lieu ce matin sur la culture comme soft power, il y a eu aussi, après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'institutions qui sont mises en place et qui ont largement contribué à cette internationalisation de la culture. Je pense, pour ce que je connais le mieux, à l'Institut international du théâtre, avec les grands festivals, en particulier le Festival du théâtre des nations. Et donc ma question, c'est est-ce que ces institutions, dont un certain nombre existent encore, ont encore le rôle pionnier et central qu'elles ont eu à cette époque, ou est-ce que ça a complètement disparu ? Pour la diffusion du spectacle vivant, il y a un certain nombre d'outils qui existent, surtout pour les œuvres étrangères. Le Festival d'automne fait beaucoup, l'Odéon fait beaucoup, le Festival d'Avignon est capital. Mais le problème du spectacle vivant, c'est que vous avez beau faire énormément, par rapport à l'audiovisuel, au cinéma, vous toucherez peu de monde. Voilà. Et le spectacle vivant lui-même a un problème presque ontologique avec la captation et la diffusion numérique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je me suis battu et j'ai été entendu par le gouvernement pour mettre dans les obligations des plateformes, les grandes dont on a parlé, un système de majoration des dépenses quand ils font de la captation ou de la création des spectacles vivants. C'est-à-dire s'ils dépensent 1 dans leurs obligations, ça vaut 2. Donc c'est une incitation extrêmement forte pour, si elles le veulent, bien sûr, c'est pas une obligation, à diffuser le spectacle vivant, car un des soucis du spectacle vivant, en particulier plus du théâtre public que du théâtre privé, c'est que les représentations sont peu nombreuses. Je crois que la moyenne de la diffusion d'un spectacle du public, c'est 20 fois pour le théâtre, et pour la danse, c'est encore moins. Pour la danse, on est en dessous de 10. Voilà, en dessous de 10. Donc il y a cette incitation. Mais quand j'en ai parlé à des responsables du spectacle vivant, des plateformes, du numérique, de Netflix, de Amazon, j'avais l'impression de dire un gros mot. C'est-à-dire, en face, c'était le diable. Voilà, donc de la même manière que quand vous parlez du théâtre privé à certains responsables du théâtre public, pareil, c'est un autre monde, c'est le capitalisme, c'est sauvage. Et donc, moi, je crois que le spectacle vivant, compte tenu de la difficulté de toucher énormément de gens, quoi qu'on fasse par le système de représentation, parce qu'il faut que les acteurs soient là et que les salles, ça coûte cher chaque fois de représenter, il faut qu'ils puissent utiliser les outils numériques pour se projeter. Et ce que je crois, c'est que le spectacle vivant n'a absolument pas bénéficier de la pandémie comme d'autres secteurs de l'activité économique pour justement utiliser ces outils numériques. Ils se sont mis à diffuser leurs pièces, alors à la sauvage, d'ailleurs sans souvent ne régler les droits d'auteur, comme ça, et puis une fois que la pandémie s'est arrêtée, c'est terminé. Alors que d'autres secteurs, et ça m'a frappé, le secteur du livre, qui a fait l'objet de fermetures qui font que le gouvernement, à ce moment-là, ne les a pas considérés comme essentiels, Delphine. Bon, moi, j'aurais toujours cette image absolument incroyable de voir dans les hypermarchés les rayons livres entourés comme une scène de crime. Vous pouviez pas rentrer. Hein, c'était, je trouve que là, on n'a pas été les champions de la défense de la culture à ce moment-là. Mais le numérique est il faut absolument que le spectacle vivant s'en empare et comprenne que diffuser en numérique, capter, c'est pas du tout pareil que la représentation en salle. De la même manière que le cinéma à la télévision, c'est pas du tout pareil que le cinéma en salle, mais que ces outils permettent quand même, avec aussi l'amélioration des conditions d'enregistrement, il y a besoin de moins de lumière. Enfin bon, il y a des outils technologiques qui améliorent les captations. Puisse aussi être présent parce que on peut pas dépenser beaucoup pour la production et avoir un rayonnement et une diffusion aussi faible.
Un dernier mot, Delphine Ernotte. Oui, non, je voulais dire que deux choses. D'abord que, oui, bien sûr, il faut exporter des spectacles vivants, mais le spectacle vivant en France a quand même un sujet, le même que la télé. Hein. Il y avait un très bon article dans Le Monde il y a pas longtemps, c'est le vieillissement de ces téléspectateurs. Et ça, c'est un sacré challenge que de redevenir populaire au sens pour tous, en fait. Hein. Donc ça, c'est quand même un sujet. Deuxièmement, sur le numérique, c'est vrai qu'on passe beaucoup de spectacles captés à la télévision. Je pense que ça fonctionne pas très bien. Donc on a profité, et il y a tout un champ d'innovation à investir parce que on peut imaginer des choses qui ne sont ni du spectacle vivant ni du téléfilm, mais qui sont des choses entre les deux. Et notamment, comme au dernier confinement l'année dernière, pile à cette époque à peu près, les théâtres se sont arrêtés extrêmement brutalement. On a travaillé avec des metteurs en scène qui se trouvent être aussi des réalisateurs. Et par exemple, on a travaillé avec Arnaud Desplechin qui jouait Angels in America au français. Et quand il a été obligé de s'arrêter, on lui a proposé de faire alors on appelle ça un film de théâtre, parce que c'est pas un film, c'est pas du théâtre. Et il a tourné avec les acteurs qui étaient là, de toute façon désœuvrés, dans une salle de répète du français, un film, donc Angels in America, qui n'est pas la pièce, exactement, qui est absolument magnifique, et qui est un objet qui reprend tous les codes du théâtre. On voit que c'est un objet particulier. Je trouve ça absolument génial. On s'est dit, bon ben voilà, il faut qu'on continue à tirer dans cette veine, à voir ce que, à partir d'une représentation théâtrale, on peut imaginer comme mode de scénarisation, de captation, peu importe, pour renouveler ce genre. Je pense qu'on va en avoir besoin, précisément, pour exposer sur le numérique. Un dernier mot après. Je dirais que le drame du spectacle vivant, c'est finalement la comédie, c'est que ce qui se passe le mieux à la télé, c'est le boulevard. Et on l'avait vu avec Au Théâtre ce soir, qui était un grand succès, parce que c'est un mode de jeu assez mécanique et assez froid, et ça passe très bien. Alors que si vous voulez représenter, capter une pièce Giorgio Strehler, non, hein, là, c'est extrêmement complexe et vous aurez une perte extrêmement importante entre la représentation et la captation. Juste un mot de conclusion avant de rendre le plateau pour la table ronde. En fait, on a des questions en ligne. Alors, des personnes qui suivent très bien en direct. Alors, la première question, c'est comment est-ce qu'il est possible d'inscrire justement juridiquement cette exception culturelle ? Et il y a aussi une question sur les algorithmes et comment pourrait-il être possible de les contourner justement pour s'ouvrir à d'autres contenus. Merci. Alors, je sais pas. Oui, juridiquement, l'exception culturelle, enfin le principe d'exception culturelle, il est inscrit dans la Convention UNESCO, c'est ce que j'ai expliqué, où justement Jacques Chirac a voulu faire un nouvel ordre juridique, c'est-à-dire du droit positif, et pas simplement une bataille où on perdait pas à chaque négociation commerciale. Et comme l'Union européenne a ratifié la Convention UNESCO est dans l'ordre juridique européen, mais elle n'est pas dans l'ordre juridique complètement mondial, puisque par exemple les Américains, bien sûr, ne l'ont pas ratifié, puisque ça handicape leur marge de manœuvre sur les questions commerciales. Mais attention, il faut toujours être vigilant. Moi, je me souviens du commissaire européen Pascal Lamy qui nous disait, mais attendez, on va enlever... Et puis, on a une autre protection, c'est que dans le traité européen, si vous voulez mettre de la culture dans un accord commercial, c'est la règle de l'unanimité. Pascal Lamy, qui était commissaire européen, voulait nous enlever l'unanimité. Et nous avait dit, attendez, vous exagérez, vous voulez ceinture et bretelles, puisque vous avez l'unanimité plus la Convention UNESCO. Et on s'est aperçu au moment des discussions du traité transatlantique, où l'exception culturelle était défendue vigoureusement par François Hollande, qu'en réalité, on n'avait ni ceinture, ni bretelles si les Américains mettaient la pression maximale. Et à l'époque, c'était Obama. Donc, et Obama, c'était dangereux parce que c'était les démocrates, et les démocrates sont plus affiliés à Hollywood que ne le sont les républicains. Sur les algorithmes, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots. Non, moi je pense qu'on peut pas contrôler les algorithmes. D'abord, il y a
des milliards qui sont dépensés pour les fabriquer, donc il faudrait dépenser des milliards pour les contrôler, donc c'est peine perdue. En revanche, il y a des choses qu'on peut il y a des choses qu'on peut quand même vérifier, et c'est d'ailleurs la discussion en ce moment au niveau européen de savoir qui contrôle quoi. Est-ce que ce sont les régulateurs? C'est qu'en France, depuis le 1er janvier, l'Arcom, qui était avant le CSA, maintenant aussi peut réguler aussi tout l'espace numérique. Ça, je trouve que c'est très positif. Et comment on va s'organiser au niveau européen pour discuter avec Google, avec Facebook. Voilà, ça aussi, c'est en discussion, mais c'est en train de se monter. Et moi, je trouve ça extrêmement positif. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, le numérique prend énormément de place, etc. Mais moi, je crois aussi qu'à un moment, on va se rendre compte qu'on a besoin de revenir à des choses dans la vie réelle, in real life, comme on dit en bon français. La pandémie a montré que les vrais liens sociaux, le contact direct, tout ça, c'était des choses importantes. Et donc, je pense qu'il faut rétablir une forme d'équilibre aussi, peut-être dans la politique culturelle, entre précisément le spectacle vivant, ce qui se vit à plusieurs dans une salle, en direct, avec des vrais comédiens sur scène, et puis le numérique qui se consomme de manière beaucoup plus individuelle et éclatée, en fait. Je vous remercie vraiment tous les deux pour cette table ronde qui était vive et stimulante. Merci beaucoup. Merci au Théâtre 14 d'avoir organisé ce colloque.